Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va parler des transformations de Laplace. Et comme vous pouvez voir derrière moi, j'ai un nouveau tableau. La dernière fois, on a résolu des équations différentielles. On a vu que c'était assez compliqué, mais ce qui n'est pas compliqué, c'est les polynômes. Trouver des racines de polynômes, c'est beaucoup plus simple que de résoudre des équations différentielles. Il nous faudrait donc un outil qui transforme les équations différentielles en polynômes. Et bien cet outil, ce sont les transformations de Laplace. Avant de continuer la vidéo, il va falloir avoir quelques prérequis pour voir la suite. Déjà, les équations différentielles. Si vous n'avez pas trop suivi, vous pouvez toujours aller voir ma dernière vidéo. Ensuite, les intégrales, même si c'est vraiment très léger. Et enfin, comment on va factoriser des polynômes. Voilà, vous êtes prévenus. Maintenant, on va pouvoir euh, passer aux transformations de Laplace. Voilà ce que c'est qu'une transformation de Laplace. Elle est notée par ce symbole. Et si on prend une fonction, j'ai choisi qui va de R dans R ici, et elle est définie par cette intégrale. L'intégrale de 0 à plus l'infini de t exponentielle moins pt dt. Cette intégrale, c'est ce qu'on appelle une intégrale impropre, puisque une des bornes, au moins une des bornes, justement, n'est pas définie pour la fonction qui est intégrée. Ici, c'est plus l'infini qui n'est pas défini. Voilà pour la transformation de Laplace. Et il se trouve que cette fonction, elle porte un nom, puisque la variable qui nous intéresse n'est plus t désormais, mais c'est p. Et donc, on va la noter de cette manière-là, grand F de p. C'est comme ça qu'on note une transformation de Laplace. On la note grand F de p. C'est simplement la transformation de Laplace de petit f, mais en fonction du temps. Bon, maintenant, on va supposer que notre fonction elle est dérivable deux fois, pour voir ce qui se passe si on met la dérivée de la fonction et la dérivée seconde. Parce que je vous rappelle qu'à la fin, c'est qu'on obtient une équation différentielle. C'est qu'on travaille avec une équation différentielle. Donc, on va dériver deux fois la fonction et on va regarder ce que ça fait la transformation de la place de la dérivée, la transformation de la place de la dérivée seconde. Bon, là, j'ai simplement réécrit la transformation de la place de la dérivée. Et là, on se retrouve avec quelque chose de très intéressant dans l'intégrale. On a une dérivée et une fonction dont la dérivée est facile à trouver. Il y a quand même une voie qui nous crie intégration par partie. Et bien, c'est ce qu'on va faire. On va intégrer par partie cette intégrale. Après avoir intégré par partie, on se retrouve avec ceci. Alors, cette limite, justement, comment on la calcule? Assez simplement, en fait, l'exponentielle va prendre le dessus sur la fonction. Donc au final, ce truc-là, ça tend vers 0. Et ça fait simplement moins f de 0. On se retrouve donc avec quelque chose de connu ici, puisque c'est simplement grand f de p. Et donc, la transformation de la place de la dérivée, c'est simplement grand f de p multiplié par p, moins la fonction évaluée en 0. J'ai simplement réécrit le truc, mais c'est ça ce qu'on a à la fin. En fait, on obtient que la transformation de la place d'une dérivée, c'est simplement une multiplication par p de la fonction de la transformation de la place de la fonction f. À cela, on soustrait f de 0. Généralement, on suppose que f de 0 est nul pour éviter de se travailler. Mais dans cette vidéo, f de 0 ne sera pas nul. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe si je mets non pas une dérivée, mais une dérivée seconde dans la transformation de la place? Eh bien, on va voir ça. Donc voilà, on a intégré par partie une première fois, puis on a intégré par partie une deuxième fois, qui est simplement cette intégration par partie-là. Et on se retrouve avec cette égalité. Donc la transformation de la place de la dérivée seconde, plan p carré fois grand f de p, et bien entendu, un petit résidu. On suppose que la fonction en 0 est non nulle et que la dérivée en 0 est non nulle aussi, pour rester dans le cas général. Grâce à ces outils, on va maintenant pouvoir résoudre une équation différentielle. Mais c'est pas moi qui va établir l'équation différentielle. C'est lui. Bonjour, je suis Kerr Physique, l'avatar physicien de Kermateux. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser à une masse au bout d'un ressort dans un régime forcé. Bien, nous nous intéressons donc à ce système, une masse fixée au bout d'un ressort qui est constamment attirée et repoussée par un moteur modélisé par cette force. Nous avons donc 5 forces, le poids, la réaction du support, une certaine force de frottement fluide, la force qui fait bouger le système et enfin la tension du ressort.
Nous nous plaçons dans le référentiel terrestre qu'on suppose galiléen et nous étudions bien entendu la masse m. Étant donné que le changement du vecteur position se fait uniquement suivant l'axe OX, eh bien, le vecteur V va se faire suivant l'axe OX et le vecteur accélération également suivant le vecteur OX. Les points signifient simplement et les dérivées respectives au temps. Maintenant que nous avons tout ça, nous pouvons appliquer le PFD et arriver à notre équation différentielle. Après avoir appliqué le PFD, nous nous retrouvons donc avec ceci qui nous donne enfin notre équation différentielle tant voulue. Et c'est sur ce que je remets la parole à Kermateux. Bien, je suis de retour finalement. On a donc notre équation différentielle et on va pouvoir donc appliquer la transformation de Laplace. Là, comme vous voyez, j'ai appliqué la transformation de Laplace et j'ai placé une équivalence. Pourquoi? Parce que la transformation de Laplace, il se trouve que c'est une fonction. Ouais, en fait, en réalité, c'est plus une application qu'une fonction. Petite erreur de ma part. Mais dont on ne peut pas calculer le sens de variation, bien non, malheureusement. Et un truc que je n'ai pas précisé, c'est que la transformation de Laplace, elle est calinéaire, comme on peut le voir ici. On va pouvoir donc calculer la transformation de Laplace du cosinus et en déduire les transformations de Laplace de x de t. Après avoir appliqué la transformation de Laplace, fait toute la transformation, on se retrouve avec ceci. On est content, maintenant on va juste pouvoir diviser par ça et... Alors, oui, il y a un problème de division par 0. Ça c'est vrai. Mais c'est pas grave. Parce que c'est justement ce qu'on veut. On veut une division par 0 pour trouver les différents pôles, qu'on appelle les pôles, qui sont simplement les racines du polynôme, pour en déduire après une transformation de Laplace plus simple. Maintenant qu'on a divisé, on va pouvoir factoriser les polynômes. Alors je vous rappelle que la factorisation pour un polynôme quadratique, c'est simplement a facteur de x moins x1, facteur de x moins x2, où x1 et x2 sont les racines du polynôme, bien entendu. Donc ici, je vais noter P1 et P2. On ne va pas chercher à les calculer, on a simplement utilisé la formule quadratique pour ça, c'est pas très important. On a maintenant factorisé, et on va pouvoir faire ce qu'on appelle une décomposition en éléments simples maintenant. J'ai jamais parlé de décomposition en éléments simples sur cette chaîne, simplement parce que c'est juste un outil et pas un truc en soi. Mais ça va nous permettre de séparer les fractions, puisque je vous rappelle, c'est qu'à la fin, on a des trucs simples qu'on peut facilement revenir, pour qu'on puisse facilement revenir à des fonctions dans le domaine temporel. Le but, c'est qu'on ne reste pas éternellement dans le domaine de la place. Voici notre décomposition en éléments simples. Pour trouver bien entendu C, D, A et B, eh bien, il va falloir calculer. Il faut multiplier les trucs entre eux et faire l'unicité des coefficients pour arriver à l'expression de A, B, C et D. Pour la trouver, vous pouvez très bien utiliser une calculatrice en ligne, ça marche très bien. Moi, c'est pas ce qui m'intéresse justement, mais finalement, on a ça. Maintenant, il ne reste plus qu'à repasser dans le domaine temporel pour trouver justement x de t. Alors, comment on va faire? Eh bien justement, grâce à ça, on va utiliser notre petite fiche pour nous permettre de calculer les transformations de Laplace inverse. En appliquant la transformation de Laplace inverse, on obtient ce truc-là. Pour déterminer les coefficients, il y a soit deux trucs qu'on peut faire. Soit directement les calculer à partir de là, soit appliquer les conditions initiales, regarder en plus l'infini, histoire de déterminer justement les coefficients ici. Alors en description, je vous mets un graphique Desmos qui vous permet de visualiser des régimes forcés en modifiant certains paramètres. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu.
J'ai essayé quelque chose de nouveau pour une fois. Si vous avez aimé cela, n'hésitez pas à me donner des retours positifs. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager la vidéo. On se retrouve à la prochaine. Allez, salut!